Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui a aujourd'hui le plaisir de vous souhaiter d'abord par anticipation une bonne et heureuse année de paix, d'amour et beaucoup d'argent et beaucoup de santé surtout. Une année sans coronavirus, sans Omicron. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui donc dans cette émission et nous accueillons dans l'émission Question Directe Pape Touré. Pape Touré, docteur en régulation pétrolière internationale, expert maritime agréé. Vous le savez, le Sénégal parle beaucoup de gaz et de pétrole ces derniers jours. Il y a une rencontre qui a été tenue à Diamniadio, au CICAD, pour parler un peu de la loi sur le partage des ressources de gaz et de pétrole. Monsieur Touré, en tant qu'expert, des propositions ont été faites. L'État du Sénégal va gagner 700 milliards de francs CFA par an. Il y a beaucoup de propositions. C'était estime qu'il faut mettre énormément d'argent dans l'éducation nationale, d'autres dans l'agriculture et d'autres dans la sécurité. À votre avis, en tant qu'expert, quelle est la meilleure formule pour que ce partage de ressources soit mis en place et surtout, il y a un fonds qui a été annoncé pour les générations futures. Merci M. Diop pour cette invitation. Bonjour et bonne année à vos auditeurs, Bienvenue. à vos téléspectateurs. Cette émission me donne l'occasion de me prononcer sur un sujet qui est plus que d'actualité. Comme vous l'avez si bien rapporté, donc il y a eu effectivement le conseil présidentiel sur le projet de loi sur le partage des revenus. Alors, ce qu'il faut vraiment dire d'abord, c'est que c'est une loi historique. C'est une loi historique, en fait, qui est certainement appelée à la postérité, parce que c'est la première fois de l'histoire du Sénégal que l'on invite la société civile, les acteurs, à étudier, avant une approbation d'un projet, des dispositions d'une loi vraiment fondamentale qui est relativement à la répartition des futurs revenus pétroliers. Comme vous l'avez dit, il y a 700 milliards de recettes prévisionnelles annuelles, avec donc 90% au budget général, 10% prévus pour le budget intergénérationnel, pour les futures générations. Alors, ce qui est prévu par les autorités publiques, si on reprend les termes, disons, des analyses en fait, de M. le Président de la République, il s'agira d'abord en fait, d'avoir une allocation à des projets prioritaires. Et dans les projets prioritaires, il est entendu certainement l'éducation, la santé, mais également et plus fondamentalement un ensemble en fait, de projets économiques. En fait, il s'agit simplement d'accompagner la transformation structurelle de l'économie. Et ceci est absolument important parce que ceci nous projette dans le futur. Et ce que le président de la République a bien précisé, c'est qu'il s'agit de préparer le Sénégal, disons, à l'émergence économique en investissant dans des secteurs tout à fait essentiels à l'économie, aux infrastructures, de sorte à pouvoir accompagner le déploiement du Sénégal dans ces différents secteurs d'activité. Donc, ce sera un budget, disons, ce sera des recettes qui seront intégralement budgétisées, avec comme élément fondamental l'interdiction d'hypothéquer, disons, les revenus pétroliers, parce qu'on a vu dans certains pays africains, ceci se poser. Donc, et faire en sorte que le Sénégal ne soit pas un peu dans cette tourmente en fait, d'hypothèque en fait, des revenus futurs. Et ça, c'est vraiment en fait, quelque chose d'absolument fondamental. L'autre aspect également de cette loi, c'est le fait qu'elle prévoit un fonds de stabilisation. Ce fonds de stabilisation permet, disons, de lutter contre la volatilité des prix. Parce que vous savez, parfois on est dans des cycles incertains avec des retournements de tendance, donc il est bon d'avoir un peu ce dispositif d'amortissement de crise. Et ensuite, vous avez donc ce fonds intergénérationnel, hein, ce fonds pour les générations futures de 10%, mais qui accompagne, en fait, si vous voulez, tout le déploiement d'infrastructures. Donc, c'est cela, en réalité, la préparation de l'émergence. Voilà ce qu'on peut dire, en fait, sur le sujet.
en partant du principe qu'il y aura certainement des arbitrages pour voir de quelle mesure cela sera affecté à tel ou tel secteur. Mais ceci, je pense, intègre l'analyse classique, si vous voulez, d'élaboration des lois de finances, avec un certain nombre de... Certainement, la société civile estime qu'il n'y a pas une large concertation et qu'on aurait pu avoir les inputs de toutes les régions, d'aller à la base, demander aux Sénégalais ce qu'ils en pensent avant de faire ce conseil présidentiel, qui aurait été un conseil où peut-être déjà la réflexion a été faite au niveau de la présidence, qu'on a amené sur la table pour dire aux gens d'en discuter. Je crois qu'il y a eu quand même un effort assez substantiel, parce que sur le principe, il aurait été parfaitement possible, disons, de soumettre ce projet de loi à l'Assemblée nationale, qu'il aurait, sans aucun doute particulier, adopté. Mais si vous regardez donc le COS Petrogaz, il est quand même constitué d'un certain nombre de représentants, de la société civile, du patronat, des femmes, des jeunes. Vous avez le représentant en fait de la jeunesse, le représentant des femmes Women in Mining. Vous avez donc la société civile à travers des dignitaires religieux qui y étaient. Donc on ne peut pas, c'est clair, en fait, inviter tout le Sénégal, mais je pense que la représentation a été relativement large et c'était quand même quelque chose d'assez intéressant de voir un peu quelle est la sensibilité des gens, comment leur permettre de mieux décrypter les enjeux. Parce que ce qu'il faut éviter par-dessus tout, c'est de donner en fait l'illusion que le pétrole va être le cycle, si vous voulez, de l'abandon de toutes les autres filières. C'est ce dont il faut vraiment se garder de faire. Ça permet certes de mettre en place un socle économique, infrastructurel, industriel, mais il ne faut surtout pas créer une surchauffe économique, de l'inflation avec un doublement des salaires. On a vu des pays en fait être dans cette situation où se sont produits après des marasmes économiques. Donc ce qui peut vraiment être un élément de pérennité des ressources, c'est précisément le fait de mettre en place des infrastructures, des industries de pointe et d'avenir. Moi, je crois énormément en fait à cette perspective, créer une chaîne d'intégration intersectorielle qui permet de multiplier en fait les rythmes de croissance. D'ailleurs, dès 2023, on commencera en fait à être sur un train de 13%, 10%. En fait, voilà. Donc, ça veut dire aujourd'hui que le Sénégal se positionne de manière sérieuse comme un pays en mesure de pouvoir relever les défis du futur. Et ceci, bien entendu, suppose qu'il y ait une commune vision concertée, si vous voulez, de la gestion du pétrole. Parce que comme nous le savons un peu partout, le pétrole peut être source d'enjeux géopolitiques, de crispation politique. Mais si nous partons tous du principe que ces ressources sont les ressources du peuple et que l'affectation de ces ressources se fait dans le cadre d'une gestion rationnelle des ressources publiques, à ce moment, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Oui, pour que ce soit une loi, il faudrait qu'elle passe à l'Assemblée nationale. Mais certains disent qu'il faudrait aller au-delà, faire un référendum pour que cette loi soit constitutionnalisée, qui permet aujourd'hui aux Sénégalais de savoir quand quelqu'un d'autre viendra au pouvoir, il ne pourra pas changer ce qui a été décidé par les Sénégalais. Vous savez, une loi, ce qui fait la force d'une loi, c'est sa légitimité sociale. Si une loi est portée par une adhésion populaire, un fort sentiment de consensus, il n'a pas lieu, en fait, si vous voulez, de sacraliser les choses. Vous avez des pays où vous n'avez pas besoin de référendum. En fait, ce sont des pays de droit coutumier qui ont une large expérience de consensus. Et moi, je crois à cela. Parce que de toutes les façons, même si c'est en fait un référendum, un autre référendum peut également le changer. Donc la question... en tant qu'observateur, oui. Aujourd'hui on voit que le consensus qu'on connaissait dans ce pays-là s'effrite de plus en plus. La violence s'installe entre certains partis politiques, une jeunesse aujourd'hui en défiance. Est-ce que le dialogue, il est encore possible que les gens s'entendent autour de l'essentiel ici au Sénégal? Que les intérêts du Sénégal soient mis en avant aussi bien par le pouvoir que par l'opposition pour éviter d'aller vers l'inconnu? Je pense qu'il faut
rester raison gardée. Certes, le Sénégal est passé par quelques perturbations, mais vraiment extrêmement isolées. Mais cela dit, on est quand même dans un pays de grande stabilité institutionnelle. Et c'est cela, en fait, la grande perspective historique du Sénégal. Depuis toujours, le Sénégal a toujours été sur un train de stabilité. Qu'il y ait, disons, des expressions particulières de mécontentement, cela peut se comprendre, surtout dans le contexte, si vous voulez, de la Covid, qui a entraîné un ralentissement d'abord de la croissance économique, un ralentissement de l'économie populaire. Tout ceci peut avoir été à l'origine d'une certaine frustration. Et le Sénégal, disons, n'est pas isolé à cela. Donc je crois qu'en réalité, la question était moins une discussion sur le consensus national, mais plutôt nous faisions en fait les frais, comme beaucoup de pays, disons, de cette situation sanitaire très difficile que nous avons dû affronter ensemble. Mais si vous regardez aujourd'hui le climat politique, bon, il est normal que l'opposition puisse avoir des avis différents sur le sujet. Il est normal que la jeunesse ait des exigences élevées sur son avenir. Ceci est à la limite un facteur d'enjeu, c'est un facteur qui permet en fait à la classe politique, disons, de pouvoir analyser les perspectives en tenant compte de cette situation. Mais je crois qu'il ne faut pas surtout créer ce sentiment d'instabilité. Non, je ne crois pas que ce pays soit en situation d'instabilité. Le Sénégal exploitera l'année prochaine, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de changement de dernière minute, ses premiers barils de pétrole. Et cela intervient dans un contexte aujourd'hui où on parle de climat, de changement climatique, où les pays développés réclament aux autres pays d'utiliser de moins en moins de l'énergie fossile. Certains estiment que c'est une grande injustice climatique par rapport aux pays qui ne sont pas développés. La position du président par rapport à cela est que l'Afrique doit continuer à exploiter ces énergies fossiles. Ce débat-là, comment vous le comprenez? D'abord, je pense qu'il faut recadrer les choses. Si la transition énergétique est indispensable au regard des grands défis climatiques, les rapports du GIEC, qui est la grande instance scientifique onusienne, nous démontrent des phénomènes de plus en plus préoccupants, une élévation de la température, des cycles de sécheresse, des phénomènes météorologiques extrêmement inquiétants. Ceci est un fait. Il faut stabiliser, disons, les températures à 1,5 degré. Cela dit, l'Afrique est très faiblement pollueur. Donc la question ne se pose pas vraiment vis-à-vis de l'Afrique, la question se pose vis-à-vis en fait des grands pays pollueurs. Par exemple, des pays qui utilisent beaucoup de charbon, des pays qui utilisent beaucoup de fuel. Mais aujourd'hui, la question, ce n'est pas l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique qui pollue. Donc aujourd'hui, dire en réalité qu'il faudrait que l'Afrique diminue ou abandonne en fait ses énergies fossiles, ça n'a pas trop de sens, dans la mesure où l'impact, disons, d'utilisation de l'énergie fossile en Afrique est relativement limité. Donc je pense que la question ne se pose pas vraiment et que l'Afrique continuera, disons, à développer ses ressources fossiles. Certes, on a mis un certain nombre de contraintes financières à la recherche, si vous voulez, de nouveaux gisements. Mais ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que le financement, disons, de tout cela, il est fait en général par les grandes banques internationales, les actionnaires privés des grandes multinationales. Voilà, donc il n'y a pas lieu vraiment de penser que ceci en fait va constituer une catastrophe. Il est par contre important que l'Afrique, comme l'a dit le président de la République, ait une vision claire des choses et réaffirme en fait le fait qu'il ne faille pas pénaliser le développement en fait de ce secteur. Ça, je pense que c'est une question de principe que l'Afrique doit clairement indiquer au reste du monde. Mais si on regarde bien, les multinationales qui exploitent le gaz et le pétrole se mettent de plus en plus dans l'énergie solaire, dans l'énergie renouvelable.
est-ce qu'à terme, ça ne va pas être un impact sur les pays africains concernant le chemin des financements? Écoutez, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que l'énergie solaire est relativement, en termes techniques, elle est moins compétitive. Ce n'est pas pour rien en fait qu'on utilise en fait le pétrole, parce qu'en tant qu'énergie, elle crée un système en fait pilotable, c'est-à-dire elle crée une disponibilité énergétique que n'assure pas forcément en fait immédiatement l'énergie renouvelable. Si vous voulez aujourd'hui stocker l'énergie électrique issue en fait de l'énergie renouvelable, ben vous êtes obligé de faire des investissements de stockage. Et ceci rend beaucoup plus cher un peu ces investissements. Justement, comment combiner l'énergie fossile et l'énergie verte? Ben, il faut, à mon avis, d'abord, au Sénégal, il faut déjà savoir qu'on est à 31% d'énergie renouvelable, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça veut dire en fait qu'il y a sur les 30 à 40 prochaines années des investissements graduels qui vont se faire dans l'énergie solaire. On va certainement améliorer, disons, l'ingénierie en fait permettant d'améliorer le cadre de stockage un peu de cette énergie, tout en maximisant en fait le potentiel de l'énergie fossile. Parce que plus vous aurez en fait des revenus en fait disponibles, et plus ceci constituera en fait un levier pour l'énergie en fait renouvelable. Donc il faut en fait marcher sur ces deux pieds, avoir cette possibilité de pouvoir tirer profit de l'énergie solaire du point de vue de son rendement, lancer de grandes industries qui créent un effet de levier favorable, si vous voulez, au développement de l'industrie renouvelable. Et à cela s'ajoute en fait l'ensemble des fonds de l'énergie verte disponibles. Oui, en parlant de gaz et de pétrole, il y a beaucoup d'espoir. C'est la jeunesse sénégalaise pour trouver de l'emploi. Mais est-ce que vous avez l'impression que la formation est déjà faite par rapport à tous les métiers que ça demande, toute la chaîne de valeur? Il faut former peut-être des menuisiers, des plombiers, tous ceux qui interviennent dans la chaîne de valeur, former des gens qui transforment le pétrole en pneus. Il y a énormément de choses à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, si on n'investit pas sur cette chaîne de valeur-là, ce sont les entreprises étrangères qui vont l'occuper? Bon, je crois déjà qu'il y a au Sénégal quelque chose d'assez intéressant. Vous avez l'Institut national du pétrole et du gaz qui est une belle réussite et qui forme, disons, nos ingénieurs en fait, qui sont sur ces différents projets pétroliers et gaziers. Vous aurez aussi en fait des techniciens intermédiaires qui vont jouer sur leurs compétences. Mais au-delà de cela, en fait, il faut savoir que le système éducatif sénégalais forme de bons professionnels. Hein. Vous avez le Centre sénégal-japonais, vous avez différents cadres en fait, de formation en fait, des jeunes aux métiers techniques. Donc je n'ai pas trop de crainte en fait, d'une pénurie de main-d'œuvre. Bien sûr, sur certains métiers extrêmement techniques, très avancés, vous aurez besoin d'experts étrangers sur les plateformes. Ça, c'est inévitable, puisqu'on est en train de parler de processus d'engineering pour récupérer du pétrole à plus de 3000 mètres en fait, de profondeur. Forcément, en fait, ce sont des technologies de pointe. Mais dans le quotidien des choses, je crois que la société sénégalaise, le système éducatif sénégalais peut vraiment accompagner efficacement le développement en fait, de ce secteur. L'exploitation l'année prochaine de gaz et de pétrole au Sénégal intervient dans un contexte sécuritaire assez tendu dans la sous-région. On voit ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger, et même jusqu'au Bénin et au Ghana, avec le djihadisme qui circule dans la sous-région. Est-ce que justement ces ressources pétrolières doivent servir aussi à renforcer la sécurité du pays? Bon, de toutes les façons, en fait, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que ce sont des exploitations en mer. Ce sont des exploitations offshore. Donc, ce qui veut dire qu'il est plus facile de sécuriser en fait, ces installations que si elles étaient disséminées dans des coins très isolés. Voilà, c'est la différence fondamentale. Donc, vous avez la marine militaire sénégalaise et la marine militaire mauritanienne qui vont jouer un rôle de protection et de sécurisation en fait, de ces installations. Il y a eu d'ailleurs des protocoles signés entre
BP, la marine militaire sénégalaise et la marine militaire mauritanienne. Donc, de ce point de vue, je pense que le dispositif en fait, de sécurisation en l'état même en fait, de nos forces est... Il y a aussi l'effet attractif voilà. à l'entrée du pays. Ceux qui sont dans la sous-région, qui veulent venir, on est dans un système d'espace CEDEAO où les ressortissants de la CEDEAO peuvent venir s'installer au Sénégal. Oui, mais encore faudra-t-il en fait que tous ces terroristes en puissance puissent s'approcher en fait de ces installations qui seront très sécurisées. D'abord, même dans un contexte normal, ce sont des installations qui sont sécurisées. Donc, a fortiori, quand vous avez des risques géopolitiques en fait, qui ont été clairement identifiés, analysés et qui sont maîtrisés. À cela s'ajoute le professionnalisme en fait, des armées sénégalaises et mauritaniennes. De ce point de vue, je crois qu'on n'a pas de souci à se faire. Il faudra forcément continuer le travail de prévention, de détection et d'anticipation de ces risques. Mais en l'état actuel des choses, la situation est sous contrôle et bien entendu, le développement en fait, de notre croissance va accompagner le développement de toutes les institutions, y compris le développement et le perfectionnement en fait, de l'armée. Oui. Certains estiment qu'au-delà de la sécurité, d'investir aussi dans l'éducation, il y a un phénomène extraordinaire. Le Sénégal est un pays agricole. 70% des Sénégalais évoluent dans l'agriculture. Est-ce que c'est un moyen d'investir davantage dans l'agriculture avec cet argent du pétrole et du gaz? Déjà, en fait, je pense qu'il faut clarifier les choses. On ne peut pas rattacher, si vous voulez, de façon sectorielle, les revenus en disant, bon, parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Chaque fraction de la société souhaiterait avoir sa part qui lui soit spécifiquement affectée. Ce qui va se passer, c'est que vous avez un processus de budgétisation intégrale. C'est-à-dire toutes les recettes seront mises au budget général. Le budget général, en fait, va être réparti suivant un certain nombre de priorités. Et comme on l'a dit, en fait, il y a des priorités stratégiques liées nécessairement au développement des infrastructures, à l'éducation. Mais déjà, il faut savoir qu'en l'état actuel de notre budget, nous avons plus de 20% de l'effort budgétaire alloué à l'éducation. À cela s'ajoute le fait également que l'industrie pétrochimique va être en fait d'un apport intéressant à l'agriculture, ne serait-ce en fait par le biais des polymères qui permettent en fait d'améliorer, si vous voulez, tous les aspects de fertilisation. Donc, je crois que c'est un processus global qu'il faut considérer comme tel et qui peut permettre vraiment à l'économie sénégalaise d'être sur des rythmes de croissance intéressants. On parle beaucoup de croissance dans nos pays. Beaucoup de Sénégalais disent que la croissance ne se mange pas. Parce que la plupart des sociétés qui sont au Sénégal, leur croissance est extravertie. Est-ce qu'avec le gaz et le pétrole, on aura une croissance interne où le Sénégalais de Marsassoum, de Mbadakhoune, va le sentir dans sa vie de tous les jours? Mais écoutez, déjà ça se voit. Quand les gens disent que la croissance ne se mange pas, précisément en fait c'est une fausse assertion. Parce que la croissance, elle se traduit concrètement par une plus grande disponibilité des recettes. Si vous regardez l'évolution du budget de l'État, il a été en constante augmentation. Et l'augmentation de ce budget permet quoi? D'investir dans les routes, permet d'investir dans la santé, permet d'investir dans l'éducation, voilà, d'investir dans les programmes sociaux. C'est cela en fait le bénéfice de la croissance. Donc dire que la croissance en fait ne se mange pas, je crois que c'est juste une vue de l'esprit. Si on raisonne en termes concrets, la croissance, elle permet à l'État d'avoir des moyens renforcés d'action. Et ces moyens renforcés d'action sont au bénéfice de tout le peuple sénégalais. En général, quand les pays acquièrent ces recherches de gaz et de pétrole, il y a une classe moyenne qui se met en place. Et le souci de beaucoup de gens, c'est que les plus pauvres continuent à être peut-être plus pauvres. Les terres qu'ils occupaient, ils peuvent ne plus les avoir. Prenons le cas de Saint-Louis, aujourd'hui, où depuis qu'on parle de gaz et de pétrole, les terres à Saint-Louis deviennent de plus en plus chères
les paysans ne peuvent plus acquérir ces terres-là. D'autres viennent acheter des terres. Bon, je pense ces qu'il faut localités. faire la part des choses entre des activités de spéculation immobilière traditionnelles qui ne sont pas propres, si vous voulez, à une activité Il spécifique. y a certaines personnes qui Voilà. achètent des terres pour s'installer en perspective. Voilà. Mais ça ce n'est pas un phénomène directement lié à l'exploitation qui, elle, s'effectue en mer. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que la croissance tirée du pétrole va créer un cercle vertueux de croissance. Et ce cercle vertueux de croissance, il se traduit à travers les activités du contenu local. Les activités de contenu local permettent de faire travailler des centaines de petites sociétés sénégalaises, de renforcer le tissu des PME, de renforcer en fait l'industrie de l'assurance. Si je prends l'industrie de l'assurance, par exemple, dès 2023, on verra en fait l'impact. On est en train de prévoir un taux d'émission de l'ordre de 100 millions d'euros en termes d'émissions en fait, de primes. Ce qui veut dire que quasiment en fait, le marché de l'assurance va augmenter de 50%. Je vous parle juste de ce secteur. Si je prends en compte la plateforme portuaire de Dakar, mais vous avez un consortium, disons, d'opérateurs qui se regroupent pour pouvoir en fait exploiter. Et ce sont en fait des nationaux qui exploitent cela. Je ne parle pas maintenant de tous les services généraux, les services de conseil, les prestations intellectuelles. Donc vous avez un régime exclusif qui est prévu par le contenu local, qui va renforcer vraiment l'attractivité, disons en fait, de notre pays et qui va surtout permettre le développement de toute une chaîne de valeur. C'est cela en fait c'est ainsi qu'il faut concevoir l'impact, disons, de ce secteur et son effet intégrateur sur toute l'économie. Pape Touré, merci d'avoir été venu sur ce plateau d'ITV à Question Directe. Je vous rappelle que vous êtes docteur en régulation internationale, pétrolière, expert maritime agréé, que nous parlions avec vous du Sénégal, surtout du projet qui a été mis en place, qui sera mis en place bientôt par rapport au partage des ressources pétrolières et gazières, et surtout aussi des énergies fossiles que les pays africains ne veulent pas pour le moment appliquer, abandonner, parce que ça fait partie stratégique de leur développement. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir et encore bonne année à tous. Merci.